Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Anne-Cécile Sarfati pour parler de comment concilier couple et carrière professionnelle. D'abord avocate, puis journaliste, Anne-Cécile a été rédactrice en chef au magazine Elle. Elle a créé notamment les forums Elle Active qui ont connu un large succès. Elle dirige aujourd'hui la société de conseil éditorial et événementiel Actuali, qui organise notamment des événements 100% digitaux ou hybrides pour les entreprises et les organisations professionnelles et les médias. Anne-Cécile est depuis de nombreuses années engagée pour l'égalité professionnelle. Elle est notamment l'autrice de plusieurs ouvrages sur le travail des femmes et l'éducation des enfants. Elle a écrit Petit tracas et gros soucis de 1 à 7 ans et de 8 à 12 ans, coécrit avec Christine Brunet et publié aux éditions Albin Michel. Elle a aussi écrit Femmes au pouvoir, récits et confidences, qu'elle a coécrit avec Hervé Gattegno, publié aux éditions Stock. Et enfin, elle a aussi écrit Être femme au travail, ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas, chez Odile Jacob, et son dernier ouvrage qui est au centre de notre échange aujourd'hui. Nous réussirons ensemble, couple à double carrière, les freins, les pièges, les clés, publié aux éditions Albin Michel. Anne-Cécile est mariée et mère de 3 fils. Elle a été désignée parmi les 40 Françaises inspirantes de Forbes en 2020. Alors bonjour Anne-Cécile et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci de cette invitation. Alors, vous avez écrit plusieurs livres sur la réussite professionnelle des femmes, sur l'éducation des enfants, mais cette fois-ci, pour votre dernier livre, vous avez choisi de parler de couple et de carrière. Pourquoi ? Parce que le couple est clé dans la réussite professionnelle des femmes, puisque on ne réussira pas l'égalité professionnelle si on ne réussit pas l'égalité dans le couple et inversement. Donc, tout ça est très lié en fait. Les questions d'inégalité et les questions d'inégalité professionnelle sont très liées aux inégalités dans le couple et notamment aux inégalités domestiques sur la prise en charge de la famille, des enfants, du domestique, de la vie, de la gestion de la petite entreprise familiale quand on travaille tous les deux et quand on a des enfants. J'aime beaucoup cette image de la gestion de la petite entreprise familiale, ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce que donc vous avez 3 fils, est-ce que vous avez été personnellement confronté à ce challenge de conjuguer vos ambitions professionnelles dans votre couple ? Bien sûr, évidemment, comme de nombreuses femmes. Oui, bien sûr, évidemment. Quand les enfants sont plus petits, quand il y a une grosse charge liée à la construction de la famille, au fait qu'on enchaîne les grossesses, qu'ensuite on a des enfants en bas âge, qu'il y a toute l'éducation, tout ça, évidemment, et qu'on ne veut pas lâcher sa vie professionnelle et son ambition, eh bien, oui, bien sûr, comme beaucoup de femmes, j'ai été confrontée à ce challenge de ne pas lâcher alors que c'est la même période où dans les entreprises, on vous demande d'être au top. Parce que entre à peu près 30 et 40 ans, c'est les moments où dans l'entreprise, on regarde si éventuellement on va vous confier des responsabilités, si vous avez du potentiel et tout ça. Et c'est pile à ce moment-là que vous enchaînez les grossesses, vous avez des enfants qui vous réveillent la nuit,
et tout ça. Et bien sûr, du coup, bah, tout ça pose le sujet de la place voilà, de la prise en charge de tout ça par le couple à égalité. Hmm. Et ça, c'est un vrai sujet parce que les statistiques vous montrent que, en fait, les inégalités professionnelles, même si elles commencent un peu en termes de revenus, même avant qu'on ait des enfants, en fait, elles s'accélèrent beaucoup quand on commence à avoir des enfants. C'est mathématique, les études montrent, en tout cas en France, hein, que un enfant, déjà, vous avez un moindre investissement professionnel, deux enfants encore moins, et trois enfants encore moins, et que les femmes, au fond, qui travaillent et qui ont des responsabilités avec trois enfants, sont assez rares finalement dans les statistiques. Et parallèlement à ça, des chiffres d'études montrent que, eh bien, plus il a d'enfants, plus l'homme progresse professionnellement. Voilà. Ça paraît Hmm. fou, mais c'est comme ça. Parce que tout le système est encore fait pour considérer qu'au fond, la femme s'occupe des enfants, est tournée vers la maison, l'intérieur, etc. Et l'homme vers l'extérieur. Et il est ce qu'on appelle un breadwinner, c'est-à-dire celui qui est chargé d'apporter le pain Oui, de la famille. Ça paraît absolument archaïque, ce que je vous dis, mais toutes les structures sociales sont encore faites comme ça. oui. Et, et dans mon livre, je fais parler une sociologue canadienne. Donc, ça n'est pas que français ce sujet, hein, c'est plutôt quand même assez généralisé dans tout le monde occidental. Et cette sociologue qui a beaucoup étudié les couples à double carrière m'expliquait en fait quelque chose qui va de soi quand on le vit, mais forcément quand c'est une sociologue qui vous met les mots dessus, ça devient beaucoup plus parlant. Et bien, elle m'expliquait qu'en fait, toute l'éducation fait que les hommes sont programmés en fait pour ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire aller chercher le pain du ménage et la femme pour réussir bien sa famille, entre guillemets. Mais il y a une autre conséquence de ça, c'est que l'homme, quand il rentre à la maison, il est programmé pour se reposer en fait. Alors que Hmm. nous, les femmes, quand on rentre à la maison, on a une deuxième journée qui commence. Voilà. Hmm. Et donc, c'est pour ça aussi que la question du couple est vraiment au centre de l'égalité professionnelle. Hmm. C'est intéressant, là, ça m'a frappé ce que vous avez dit de quand une femme a trois enfants, enfin, quand un homme a, plus un homme a d'enfants, plus sa carrière évolue, et c'est probablement parce qu'on passe un cap où la femme ne peut plus travailler, ou en tout cas, c'est tellement déséquilibré que la femme, du coup, comme il y a plus que, il y a 3, 4, 5 enfants, ben, elle arrête de travailler, et du coup, elle prend l'intégralité en charge, peut-être, et du coup, l'homme a plus d'espace pour sa carrière, je ne sais pas, ça Alors, il n'y a pas m'interpelle. que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a que, d'abord, elle n'arrête pas forcément de travailler, mais en tout cas, elle travaille souvent à temps partiel, etc., etc. Enfin, il y en a beaucoup qui arrêtent de travailler avec trois enfants. Mais voilà, il y en a aussi qui restent, qui travaillent plutôt à temps partiel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même une société, enfin une économie, et plus exactement un monde de l'entreprise qui fonctionne encore beaucoup avec des stéréotypes sexistes, qui consistent au fond à intérioriser le fait que l'homme, il doit gagner plus d'argent parce qu'il a des enfants à nourrir et une femme qui est peut-être moins investie dans son travail désormais. Et ça me fait penser là à une anecdote que je raconte dans mon livre sur les inégalités de revenus. Et il y a un homme d'à peu près 35 ans qui travaille dans une grande banque française et qui racontait qu'il jouait beaucoup avec le sexisme de son patron qui devait avoir la cinquantaine en lui disant régulièrement, oh là là, ma femme va gagner plus que moi bientôt, il faudrait que vous m'augmentiez. Et le patron qui lui répond avec ses vieux réflexes sexistes, ah, mais on va pas laisser faire ça, mon petit François, je vous Hmm. augmente. Donc, Hmm. il y a aussi ça. Il n'y a pas que une question objective de moins de travail pour les femmes, enfin, moins Mhm. d'activité professionnelle parce que plus d'enfants. Hmm. Hmm. Alors moi, je suis née en 74 et j'ai l'impression que ma génération, à peu près, hein, en fait, j'ai l'impression que oui, c'est à ce moment-là dans la société, on a commencé à dire aux femmes, tu peux tout avoir.
tu peux avoir la carrière et les enfants. J'ai l'impression qu'on était un peu la première génération, enfin j'étais un peu, pas forcément que moi, mais aussi mes sœurs un peu plus âgées que moi, mais on était la première génération à qui on a dit tu peux tout avoir. Est-ce que c'est aussi le message que vous avez reçu? C'est le message que j'ai reçu, mais c'est aussi le message que j'essaie de faire passer quand même malgré les difficultés. C'est-à-dire que ce que j'ai été chercher dans ce livre, c'est vraiment les clés des femmes et des hommes qui y arrivent à Oui. tout avoir. Et j'ai pas, sans bien sûr méconnaître les obstacles qui sont bien réels. D'ailleurs, le livre il s'intitule Nous réussirons ensemble, mais il a un sous-titre qui est Couple à double carrière, les freins, les pièges et les clés. Les freins, bah, c'est les freins socioculturels, on vient d'en parler un peu, c'est-à-dire toute la société qui fonctionne encore quand même selon un schéma assez traditionnel. Les pièges, bah, c'est compte tenu de ces freins, un certain nombre de pièges dans lesquels les couples tombent par voilà, par les inégalités auxquelles ils font face, etc., etc. Et les clés, bah, j'ai été chercher chez les couples pour qui ça marche, qui y arrivent, pas forcément enfin, pas forcément avec une facilité déconcertante, hein. C'est toujours difficile, mais qui y arrivent, j'ai été chercher comment ils y arrivent et comment on peut encore dire aux femmes comme on a toujours dit aux hommes qu'elles peuvent tout avoir. Mhm. Oui, je crois que moi, on m'a dit, tu peux tout avoir, mais on n'a pas dit, on a dit ça aux femmes, mais on n'a rien dit aux hommes. On n'a pas dit aux hommes, tu peux avoir la famille et, et la carrière. Pour eux, c'était déjà, Bah, de enfin, fait, oui, voilà, les lignes n'ont pas bougé de ce côté-là. Donc nous, les femmes, on a essayé de tout avoir et on s'est rendu compte qu'il fallait que les lignes bougent. On s'est rendu compte qu'en effet, au niveau du couple et au niveau de la société, il fallait absolument que la famille soit beaucoup plus intégrée dans la société plutôt qu'elle ne reporte que sur les épaules de la femme. exactement. Oui, tout à fait. Alors, donc, en fait, c'est vrai que depuis à peu près 60 ans, je ne sais pas exactement combien de temps, mais les femmes ont, du coup, ont occupé de plus en plus de postes dans les entreprises, hein. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes occupent 50% des postes dans les entreprises. Elles sont en train de gravir les échelons. On n'a pas encore l'égalité dans les hauts postes à responsabilité, mais en tout cas, on atteint des niveaux de performance exceptionnels au boulot. Aujourd'hui, on ne remet pas en question qu'une femme est performante et qu'une femme est intelligente et qu'une femme peut tout à fait apporter beaucoup de valeur, autant de valeur qu'un homme dans une entreprise. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sortent diplômés des universités. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pour beaucoup d'entre nous, nos foyers ne pourraient pas fonctionner sans les revenus que nous apportons. Donc, on rapporte de l'argent, on est aussi des breadwinners. Aujourd'hui, c'est clairement posé. On a un vrai pouvoir d'achat. Beaucoup de femmes démarrent des entreprises aussi. Donc, il y a vraiment, voilà, on a fait un chemin que nos grands-mères peut-être ou nos arrière-grands-mères pourraient nous envier. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on se rend compte que les femmes sont épuisées, elles sont découragées, elles font des burn-out, elles prennent des antidépresseurs, elles ont une relation qui n'est pas forcément saine avec leur corps, avec leur alimentation. Il y a un peu oui, une phase de burn-out au niveau des femmes, et donc il y a besoin en effet que maintenant les lignes bougent au niveau de la société. Alors moi, ce que je suis curieuse, c'est déjà, je ne sais pas, est-ce que ce que j'ai dit là vous semble aligné avec le message que vous portez? Oui, tout à fait. Si ce n'est que dans le livre, j'ai quand même beaucoup d'hommes qui me disent que objectivement, c'est difficile pour eux aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout vouloir dans une famille, c'est super. Et c'est un but vraiment très, comment dire, très sympa à essayer d'atteindre, mais voilà, c'est objectivement beaucoup, quoi. Il y a une charge. Mhm. Euh, Ça me fait penser à, oui, il y a un homme dans le livre qui dit on a toujours trop de choses à faire, quoi. Mhm. Mais j'ai envie de dire que ça ne dure pas. Heureusement, les enfants, ça grandit quand même. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je suis curieuse qu'on parle un petit peu de ce que vous avez appris. Alors déjà, j'aimerais bien savoir, vous, dans votre vie, vu que vous avez vécu ça, quelles sont les solutions que vous avez trouvées? Peut-être quelle est votre plus grande fierté ou les solutions que vous avez trouvées. Puis ensuite, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que vous avez appris dans le livre à travers tous ces entretiens que vous avez eus avec d'autres couples et aussi avec des experts. Qu'est-ce que vous avez appris? Mais commençons d'abord par vous, quand c'était votre cas, quand vous étiez en plein dedans. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour naviguer Alors, tout ça? bon, moi, je ne veux pas donner des leçons à personne, franchement, voilà, mais moi, personnellement, c'est vrai que par exemple, j'ai eu des enfants très jeunes. Mes premiers enfants, je les ai eus à 25 et 27 ans. Mon dernier enfant, je l'ai eu à 33 ans. Donc, voilà, j'ai fait ma famille très jeune.
Et je n'ai pas voulu prendre de poste à responsabilité avant l'âge de 40 ans, par exemple. Ça me paraissait, mais c'était trop, quoi. Avant, j'aurais jamais pu euh, avoir la responsabilité d'une équipe, en plus de la responsabilité de mon travail, qui était déjà très, comment dire, exigeant, mais sur lequel, voilà, j'avais de compte à rendre qu'à mes chefs, à moi, et je n'avais pas d'équipe dont il fallait que je m'occupe. Et j'avais aussi ma famille, voilà, mon couple, mes enfants, tout ça. Donc voilà, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est pas forcément la solution que tout le monde doit trouver, hein, attention. J'ai eu la chance aussi que ce soit possible. C'est pas toujours possible de différer son ambition comme ça. Mais voilà, j'ai pas pris de responsabilité avant l'âge de 40 ans, une fois que mon dernier avait 7 ans. De sorte que avant, j'ai toujours beaucoup bossé parce que j'adorais ce que je faisais, mais voilà, j'écrivais mes articles, j'enquêtais pour mes articles, et puis une fois que mon article était rendu, je n'avais pas de charge mentale à me dire que j'étais responsable d'un espace dans mon journal, par exemple, comme je l'ai été plus tard. Donc j'étais très tranquille sur le plan de la charge mentale, mais très très tranquille. De la charge mentale, je veux dire professionnelle. Mhm. Voilà, à partir du moment où mes articles étaient acceptés par mes rédactrices en chef, bah, franchement, j'avais tout à fait, voilà, j'étais tranquille, j'avais bien bossé, je pouvais me remettre à une nouvelle enquête ou un nouveau reportage et tout était bien dans le meilleur des mondes. Et s'il y avait un problème de page de pub qui tombait au dernier moment et il fallait trouver un article à faire pour, voilà, parce qu'il fallait remplir le journal et on ne l'avait pas anticipé, franchement, ce n'était pas du tout mon problème. Donc, Mhm. voilà, voilà la solution que j'ai trouvée. Voilà. Et puis, voilà, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai trouvé aussi comme solution, c'est d'essayer de faire des ponts entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, dans le sens où, par exemple, les livres que j'ai écrits, c'est toujours parti, en général, pas toujours, mais souvent parti d'un d'un besoin personnel. Par exemple, les livres que j'ai faits sur l'éducation des enfants, Mhm. c'était vraiment parce que je me posais des tas de questions en tant que mère pour élever mes enfants, parce que moi-même j'avais eu une enfance un peu compliquée, enfin même très compliquée, on va dire. Et du coup, je manquais un peu de repères et je voulais tout savoir sur l'éducation des enfants, mais je me mettais aussi, enfin, je n'avais pas non plus le temps d'aller me taper un livre de 400 pages sur chaque question que je me posais à propos de mes enfants. Et donc, je me suis dit, mais je vais faire un livre avec une psy pour enfants qui va répondre à mon problème, à ma question que je me pose comme mère en 3-4 pages. Et Mhm. donc, c'est comme ça qu'on a fait Petit Tracas et Gros Soucis de 1 à 7 ans, qui a été un carton d'édition, puisque ça a vendu, ça a été un vrai best-seller. Et puis après, du coup, l'éditeur nous a demandé de faire les 8-12 ans. Après, il aurait souhaité que je fasse les adolescents, et ça, j'ai jamais voulu le faire, parce que je considérais qu'à l'adolescence, toutes les cartes étaient rebattues, que chaque parent faisait un peu comme il pouvait et que c'était compliqué de stéréotyper les réponses, qu'il y avait au fond autant de réponses que d'adolescents et que donc voilà. Mais Mhm. donc du coup, voilà, du coup c'était marrant parce que j'ai fait ça pour répondre à un besoin personnel et en réalité ça m'a servi professionnellement parce que j'ai publié mon premier livre chez un grand éditeur, que voilà, ça m'a aidé dans ma carrière aussi, dans ma visibilité, voilà, dans ma réputation professionnelle. Donc ça c'était chouette. Et voilà, donc j'ai quand même pas passé ma vie à essayer de me faire des ponts entre le perso et le pro. Et voilà, Femme au pouvoir, ça obéissait à un vrai, comment dire, un vrai désir de comprendre l'envers du décor des femmes qui avaient du pouvoir dans n'importe quel domaine professionnel. Il y avait des femmes en politique dans ce livre, il y avait des femmes en entreprise, il y avait des femmes dans les associations. Et en fait, je remarquais avec mon co-auteur, Hervé, qui est aussi mon mari, hein, que Mhm. on avait, en fait, on constatait très souvent les mêmes difficultés, quel que soit le lieu où ces femmes exerçaient leur pouvoir. Et donc, voilà, ça m'intéressait beaucoup, tout ça. Et puis après, Femme au travail, je l'ai fait. Alors là,
parce que j'avais appris plein de choses en étudiant journalistiquement ce sujet pour aussi en savoir un petit peu plus sur cette question-là. Et parce que j'étais assez révoltée des chiffres des inégalités professionnelles. Et donc, je l'ai fait parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des savoir-être et, euh, et aussi du faire savoir. Donc, tout ce qui ne dépendait pas de votre expertise professionnelle, quel que soit le métier que vous faisiez, et que tous ces savoir-être et faire savoir étaient clés en fait dans la réussite au féminin et qu'au fond, si on ne connaissait pas ce qu'on appelle ces soft skills, finalement, bah, en fait, on avait beau être la meilleure ingénieure du monde, la meilleure avocate du monde, la meilleure médecin du monde ou journaliste du monde, bah, on n'était pas forcément promise à une super bonne réussite. Donc, en fait, ça aussi, ça m'intéressait beaucoup, cette dimension accessoire, en fait, à la compétence professionnelle. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Donc, voilà, j'ai souvent fait des, des ponts comme ça entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Alors, vous allez me demander, et pourquoi le couple? Bah, le couple, parce que d'abord, je me suis aperçue, moi aussi, j'ai eu des moments où je trouvais qu'il y avait un décalage entre mon mari et moi, entre ma charge par rapport aux enfants, à la maison et tout ça, et sa charge à lui. Mais ce- et donc parfois j'étais en colère et parfois énervée, etc., etc. Et je me suis aussi aperçue que en fait ça durait pas. Et ça c'est le privilège immense de l'âge, c'est que quand on vieillit, on se rend compte aussi, on remet un peu en perspective. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages dans mon livre là qui vient de sortir de femmes de ma génération à moi, donc passé 50 ans, dont les enfants ont grandi et qui se rendent compte que ces histoires de surcharge domestique et tout ça, et parentale voilà, et d'éducation, tout ça, c'est dur sur le moment, mais ça passe. Et que après, la question c'est est-ce qu'on est bien avec l'homme qu'on a choisi ou pas? Et est-ce que voilà, une espèce de pragmatisme aussi dans la conciliation des convictions féministes et des inégalités domestiques. Super, super. Alors justement, j'ai envie qu'on zoome un petit peu sur le couple. Vous avez donc interrogé de nombreux couples dans les aspects intimes de leur vie. Vous avez aussi interrogé des experts, des psys, des sociologues, des sexologues, des coachs, des dirigeants d'entreprise, vraiment avec cette idée de nous aider à comprendre comment mieux concilier l'ambition personnelle et professionnelle. Et donc, quelles sont les plus belles leçons que vous avez apprises suite à tous ces interviews que vous avez faits? La première des leçons, c'est que quand même, un couple, au départ, il faut qu'il y ait de l'amour, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la base. Non, mais c'est la base de la base. Donc, bien souvent, cette question disparaît, en fait, dans le couple à double carrière. Elle disparaît pas, mais je veux dire, la question du soin du couple, la question du couple lui-même, c'est-à-dire lui plus moi plus lui, disparaît derrière l'immensité des charges de tout ce qu'on a à faire quand on a des enfants et deux carrières. Donc en gros, on fait passer le couple en dernier. Et souvent, c'est une erreur en fait parce que au bout d'un moment, les enfants, donc, comme je le dis, ça grandit vite. Et il y a pas mal de couples qui explosent une fois que les enfants sont adultes parce qu'ils n'arrivent plus à s'éviter derrière les enfants et derrière la carrière. Et donc, la question du couple à double carrière, c'est vraiment d'abord le couple, quoi. Vous voyez? Oui, Donc, je dis souvent qu'on met le couple au bout de la chaîne alimentaire. c'est C'est ça, voilà, c'est à sûr. 22h30, une fois qu'on est bien crevé, bien épuisé, Voilà. ça serait le temps du couple. Ah ben non, mais en Ouais. fait là, on n'en peut plus juste, c'est juste pas Ouais, possible. exactement. Et moi, la leçon que je tire aussi de toute l'enquête que j'ai faite, que j'ai menée, c'est que en fait, on donne parfois trop à son travail et trop à ses enfants et pas assez à son couple, en fait. Et or, si le couple repose sur une véritable relation d'amour, etc., etc., elle est extraordinairement, enfin, il est extraordinairement ressourçant, le couple, par rapport à tous ces autres rôles de maman, de papa, de professionnel au bureau, etc., etc. Donc, en fait,
je pense que dans la hiérarchie des choses de sa vie, le couple doit avoir une place assez primordiale. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué de ceux qui s'en sortent. Et pourquoi je dis ça? C'est que les femmes ont le défaut souvent, et ça je l'ai beaucoup vu dans mon précédent livre sur les femmes au travail, elles sont frappées du syndrome de la bonne élève. Elles veulent trop bien faire leur travail, trop vérifier 250 fois, trop de perfectionnisme, trop comme à l'école, hein, comme à l'école et dans les universités, pour voilà, parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'on réussit. Or, dans le monde du travail, ben, en fait, c'est pas ça le principal critère de réussite. Le principal critère de réussite, bien sûr, c'est votre compétence technique, mais disons que vous pourriez de temps en temps rendre des choses bien à 70% et au lieu de vous attacher à rendre un truc parfait à 125%, vous voyez. Et le pourcentage de récupérer, là, il faudrait peut-être le glisser vers autre chose qui soit plus égoïste et qui soit plus profitable, plus stratégique pour vous. Donc, ça peut être, bien sûr, faire son réseau professionnel, développer un peu son marketing de soi pour sa carrière, mais également aller au sport, s'occuper de soi et s'occuper de sa relation de couple aussi avec l'autre pour passer un bon moment. Tout ça, bien sûr, part du principe qu'on est content d'être avec l'autre, hein. Si on n'est pas bien, mon livre ne s'applique pas, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et par rapport aux enfants aussi, il faudrait un peu réduire notre investissement parental parce qu'on est dans une société de l'hyper-parentalité. Vous êtes aux États-Unis, je pense que vous voyez très bien de quoi Oui, je parle. oui. Dans le milieu éduqué auquel je m'adresse avec ce livre, qui est un livre quand même de gens diplômés qui partent avec de l'ambition professionnelle, qui ont fait des grandes écoles ou en tout cas des études supérieures, souvent sont des gens assez compétitifs dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Et donc, il y a une espèce de course comme ça, à la prépa, comme on dit en France, dès la maternelle, c'est-à-dire en gros, qui va faire la meilleure école plus tard, qui va devenir le plus ceci, le plus cela, qui va apprendre le chinois dès l'âge de 3 ans, apprendre en même temps la poterie, développer Oui, oui. sa capacité à parler en public dès l'âge de 8 ans. Ah bon, tout ça, c'est effrayant ce que c'est Et donc, exigeant pour les parents et ce que ça rajoute une couche aux parents. Donc voilà. moi, franchement, je vous assure, de temps en temps, baisser un peu l'exigence, voilà, faire demander à ses propres parents si on en a, ou à une babysitter de venir garder les enfants et aller au cinéma avec son mec, ou même juste se faire un restaurant pour parler de choses d'adulte à adulte, comme quand on était un jeune couple sans enfants, bah, ça fait du bien, ça ressource, et ça fait beaucoup de bien aux enfants d'avoir des parents qui prennent du temps pour eux aussi. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, première chose que vous avez appris, c'est que bah, prendre soin de son couple, prendre soin de son amour, parce que quand on s'aime, eh ben, en fait, porter tout ça, ce que vous avez dit au tout début, c'est beaucoup. La carrière et la famille, c'est beaucoup pour le couple. Mais ça va être plus facile si on sait vraiment qu'on est unis, si on sait qu'on s'aime, si on sait qu'on se soutient, qu'on est dans le même Ouais. camp. Voilà, tout ça. Donc, première leçon, c'est ça. Je sais que vous abordez aussi dans votre livre la question de la rivalité dans le couple. Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti de vos échanges, la Oui, rivalité dans le couple? ça ressort forcément parce qu'on a affaire à une population un peu compétitive. Donc, qui dit compétition, bah, dit rivalité parfois. Et comme le couple est quand même un lieu encore pas totalement 100% égalitaire, loin de là, hein, les statistiques le montrent, eh bien forcément il y a de la frustration liée aux inégalités, dont quand même, entre vous et moi, sont souvent victimes plus les femmes que les hommes. Donc du coup, bien sûr, il y a des témoignages dans ce livre de femmes qui disent, mais c'est profondément injuste.
c'est dégueulasse, c'est moi qui suis toujours appelée par l'école quand il y a un problème d'enfant, c'est moi qui dois annuler ma réunion professionnelle quand l'enfant est malade et qu'il faut aller le chercher, c'est moi qui me tape tout ça, qui ceci, qui cela, et du coup je suis plombée professionnellement. Donc souvent ça génère une frustration chez les femmes, une frustration qui est justifiée, que je peux vraiment comprendre, mais finalement, en vouloir à l'autre, est-ce que c'est vraiment la solution? Voilà, c'est la question que je pose. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, loin de là, mais est-ce que c'est l'autre qui est 100% responsable de cette inégalité? Je ne crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus sociétal que ça, et beaucoup plus historique que ça. Donc finalement, bien sûr qu'il faut se battre pour que ça s'améliore, pour que ça progresse, mais votre conjoint n'est pas le seul responsable et le seul qui doit payer les pots cassés de ça, de cette inégalité, on va dire, structurelle encore. Et est-ce que vous avez vu des couples qui ont témoigné qu'ils ont réussi à vraiment faire bouger les lignes dans leur couple? Parce que c'est vrai que parfois, on ne peut pas non plus faire bouger les lignes sociétalement. On ne peut pas forcément changer la société, mais par contre, on peut quand même, on a Oui, un micro-organisme qui est le micro-organisme du couple et de la oui, famille. Est-ce que vous avez vu donc et eu des témoignages de oui. couples qui ont réussi à vraiment avoir un bien meilleur équilibre sur ces choses-là? Alors oui, mais ce sont des couples intelligents. C'est-à-dire qu'il y a la tentation souvent dans ces couples-là d'importer dans la famille des outils de l'entreprise qui permettent précisément de mesurer à la minute près qui fait quoi pour la famille, pour le domestique et tout ça. Les tableaux Excel, par exemple, les agendas partagés. Il y a aussi parfois l'entretien annuel d'évaluation qui est reprogrammé en entretien mensuel de couple avec les plus et les moins. Bon, ça, tout à fait entre nous, Christine, c'est vraiment du bullshit. Ça peut. L'agenda partagé, oui, c'est très bien, même si j'ai quelques couples qui m'ont raconté que ça n'empêchait pas certaines cachotteries. Notamment, ça me fait assez marrer, mais il y a un homme qui m'a dit, oui, bah, je l'avoue, vous ne le dites pas à ma femme, s'il vous plaît, mais parfois, un call à l'international dissimule une bière avec un copain dans un bistrot. Et j'ai une femme qui m'a raconté que le pot de départ d'un collègue au bureau parfois dissimule un massage au spa avant de rentrer à la maison pour se détendre un peu. Donc, il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'objectivement, l'agenda partagé, ça fonctionne bien. Mais le tableau Excel, ça peut aider, bien sûr. Mais il faut faire attention à la façon dont on applique ce tableau Excel, parce que parfois, il devient caricatural et il est générateur de très grandes tensions, parce que précisément, le tableau Excel traduit en fait une volonté de tout contrôler, alors que bah, par définition, la vie avec des enfants, il y a de l'imprévu dedans. Et donc, bah, cet imprévu-là, elle ne peut pas rentrer dans un tableau Excel. Et donc, ça peut générer des grands conflits. Donc, il faut aussi un peu de souplesse, si vous voulez. Et en fait, je me rends compte, et quant à l'entretien hebdomadaire de couple ou mensuel de couple, bon, faut faire attention à ça aussi, parce qu'il y a un côté un peu caricatural. Les hommes n'aiment pas tellement, en fait, être obligés de parler d'une façon comme ça, presque Alors, voilà. je suis curieuse de savoir, justement d'avoir, là, on a beaucoup parlé du point de vue des femmes. Que disent les hommes quand on les interroge sur cette question et quels sont leurs désirs et quelle est leur vision de ce sujet? Ben, en fait, justement, ils disent, c'est ça qui est très intéressant dans cette enquête, c'est qu'ils disent qu'ils sont tout à fait prêts, bien sûr, à en faire plus que n'en faisait leur père. Ils disent deux choses. Ils disent, dans le rapport à nos enfants, dans notre façon de nous occuper de nos enfants, on s'en occupe 100 fois plus que nos pères se sont occupés de nous. Donc, franchement, déjà, on a fait d'énormes progrès, et ça, c'est vrai. Franchement, les hommes s'occupent beaucoup plus de leurs enfants. Après, dans la question de toutes les tâches pénibles du quotidien, les lessives, les trucs comme ça, les placards qui se remplissent, Voilà, là, c'est plus dur, là, hein. là, c'est beaucoup plus dur. Et là, eh bien, ils sont objectivement moins doués, puisqu'ils ont beaucoup moins
comment dire, de répétition historique de tous ces gestes que les femmes ont appris par l'éducation, voilà, par la transmission plus ou moins consciente par leur mère, par les femmes de lignée entière, voilà. Mais il y a aussi de la paresse, hein, on ne va pas se dire le contraire, hein, et, bien sûr. Après, les couples qui s'en sortent sont des couples qui sont pragmatiques. En gros, ce sont des couples qui n'exigent pas le 50-50 obsessionnel, mais plutôt une équité. C'est-à-dire, au fond, voilà, plus qu'une égalité formelle minute par minute et mathématique, une équité. Qu'est-ce qui est juste par rapport à notre couple dans son ensemble? Et il y a cette question de l'équité, mais il y a aussi cette question de faire ce pour quoi on est plus doué et qu'on aime le plus. J'ai un couple qui me racontait que avant ils étaient dans une tension permanente parce qu'ils étaient supposés chacun tout faire. Et en fait, un jour, ils ont essayé de faire autrement parce que ça devenait terrible entre eux. Ils avaient des scènes de ménage tout le temps. Et donc, ils se sont beaucoup parlé et se sont dit, mais toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Et en fait, ça donne quoi? Ça donne lui qui me dit, bah, moi, en fait, euh, le, le samedi matin ou le dimanche matin, je m'en fiche de me lever tôt, j'ai moins besoin de sommeil que ma femme. Donc, en fait, je prends les enfants, je m'en occupe tous les dimanches et samedis matins. Comme ça, je la laisse dormir parce qu'elle est très fatiguée. Et en revanche, ça la dérange pas de faire les papiers, la paperasse de la maison, et donc elle fait la paperasse de la maison, et alors que moi, ça me fiche des boutons. Et donc en fait, voilà, ils se deal, voilà, ils se partagent un peu les tâches, mais d'une façon plus pragmatique et plus finalement un peu plus intelligente, parce que au Il fond, crée un écosystème qui fonctionne en fait. voilà, c'est ça. Il crée un écosystème qui est propre à chacun, bien sûr, et qui fonctionne. Voilà. Mm, mm, mm. Vous parlez aussi dans votre livre, donc il y a deux thèmes que je trouvais intéressants. Il y avait le tabou de l'argent, il y avait aussi comment garder l'énergie pour la sexualité. Est-ce Ouais. que vous pourriez développer un peu ces sujets? Alors, le tabou de l'argent, bah, on se rend bien compte que les femmes ont encore une relation pas totalement, pas toutes bien sûr, mais souvent les femmes n'ont pas une relation très adulte à l'argent et que elles gagnent souvent moins. Dans 75% des cas des couples, l'homme gagne plus. Et donc, dans ce cas-là, bah, elles se sentent coupables. J'ai l'impression qu'on sort du ventre de nos mères avec la culpabilité greffée, mais même Mm. là-dessus, elles se sentent coupables, souvent. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles gagnent moins, elles en font beaucoup plus à la maison, hein, toutes les statistiques le montrent, mais elles prétendent parfois participer quasi autant que les hommes qui en font beaucoup moins à la maison. Bah, ça, c'est quand même un peu, c'est un problème quand même, vous voyez. Donc en fait, les experts que j'ai interviewés me disent que même même dans les couples qui pratiquent ce qu'on appelle le compte joint, le compte partagé, Mm. eh bien, en fait, souvent, les femmes, proportionnellement à ce qu'elles gagnent, mettent plus. Euh, Mhm. pour compenser la différence avec l'homme, alors qu'au fond, chacun devrait mettre en proportion de ce qu'il gagne, de sorte qu'il puisse chacun aussi faire un peu des économies. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'homme abonde le compte joint avec une certaine somme forfaitaire, le reste, il le place, il le développe, il l'investit, et la femme, elle met quasiment tout son salaire dans le compte joint. C'est pas juste, parce qu'à la fin de la vie, il y en aura un qui aura des économies et pas l'autre. Et je vous fais pas un dessin de savoir qui c'est. Mhm. Oui. Donc ça, c'est un problème. Mais souvent encore, elles répugnent à parler de ça. Elles ne veulent pas en parler. Puis elles laissent l'homme gérer l'argent. Voilà, comme si c'était sa prérogative, comme si c'était son rôle. Donc ça, il faut que ça cesse. Les femmes doivent Oui, s'occuper de son argent.
Oui, j'ai enregistré un épisode de podcast sur la relation des femmes et de l'argent avec Imen Mahazi qui a l'activité Own Your Cash. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais Alors celle-là, non, mais il y en a de plus en plus des podcasts sur les femmes et l'argent, et tant mieux parce que franchement, Mhm. c'est vraiment Je, un sujet. Je mettrai le lien de cet épisode. Ça s'appelle Les femmes et le fric. C'est l'épisode 43. Je le mettrai dans les notes de cet épisode pour les personnes qui nous écoutent. Ah oui, je veux bien. Et moi, je vais aller le regarder aussi. Donc, épisode 43. Ok. Voilà. Et vous parlez donc aussi de comment garder l'énergie pour la sexualité. Pourquoi cette thématique de la sexualité est Bah, importante dans le thème de l'égalité parce et que, de la carrière? alors, dans le thème de l'égalité de la carrière, pas forcément, mais dans le thème du couple, oui. Mhm, Alors, pourquoi? Bah, parce que, alors, il y a plusieurs types de couples. Il y a des couples qui s'en foutent complètement, l'homme comme la femme, de la sexualité. Et alors là, franchement, loin de moi d'apporter un quelconque jugement sur ce type de couple. Franchement, chacun enfin, fait comme il sent, comme il veut, comme c'est bien pour lui et tout. Et ce qu'on remarque souvent dans les couples qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants, etc., c'est que souvent il y en a un des deux qui a moins envie, c'est souvent la femme parce qu'elle a trop de charges, trop de trucs à faire, qu'elle est trop fatiguée, et l'homme est frustré. Souvent. Alors, c'est pas mhm, toujours le cas. Parfois, ça peut être l'inverse d'ailleurs, hein. Ça peut être l'homme qui a moins envie, la femme qui se sent frustrée. Le problème, c'est justement quand l'un des deux est frustré par rapport à la sexualité. Donc, souvent, ça pose un problème qui, au bout d'un moment, euh, voilà, fragilise le couple parce que bah, souvent, ça conduit soit à des infidélités, soit à des ruptures, en tout cas à de la frustration. Donc voilà, comme moi, mon sujet, c'est un sujet sur le couple, ça me paraissait compliqué de faire un livre sur le couple sans parler de cette question qui est au cœur du couple, quand même. Et ce que l'on constate quand on va un peu enquêter dans l'intimité des couples à double carrière, c'est qu'il y a il y a des histoires de rapport avec justement le pouvoir, hein, dans le pouvoir, en tout cas la frustration, la rivalité, tout ça. C'est que parfois des femmes se refusent sexuellement parce qu'elles veulent d'une certaine façon faire payer leur mhm, conjoint du fait qu'ils ils n'en font pas assez à la maison. Et donc, bah, elles se refusent sexuellement. Donc, voilà. Et puis, parfois, ce qui est super intéressant aussi, c'est que parfois, il y a des couples qui sont assez inégalitaires sur le plan domestique, mais qui sont plus qu'égalitaires sur le plan sexuel. mhm. Donc, ça, c'est assez marrant aussi de découvrir ça. Et donc, ce que j'ai voulu dire aussi dans ce chapitre, et ça va avec un des points qu'on a déjà abordé, qui est remettre son couple au centre. Et que quand la sexualité est une expérience partagée on va dire, de plaisir, de moments voilà, d'évasion où on est reconnecté à une femme et un homme et plus un professionnel et un parent, et quand ça nous remet dans quelque chose de plus, comment dire, euh, de plaisir, quoi, et ben, ça fait partie de remettre le couple au centre et que ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Euh, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est C'est de une se dire, ressource. Vous parlez tout à l'heure que le oui, couple c'est une peut vraiment ressource. être un lieu de ressourcement et la sexualité en fait Exactement. partie. Tout à fait. Exactement. La sexualité est vraiment un lieu, est vraiment quelque chose qui permet de se ressourcer. Et j'ai même envie de vous dire, c'est, comment dire, c'est vraiment assez fondamental parce que c'est le seul endroit finalement qui permet de ne pas être justement la professionnelle de qui on attend de la performance, la maman de qui on attend la performance, le papa idem, et au fond, à condition bien évidemment de ne pas se rajouter de la charge sexuelle comme de la charge mentale et de ne pas rajouter ça comme une case sur sa to-do list, hein. Si c'est vraiment vécu comme un moment de plaisir partagé, ou en tout cas si ça l'a été dans l'histoire du couple, parce que parfois la vie quotidienne fait que bah, on peut avoir un peu oublié les moments où c'était Mm. sympa et être rattrapé par une espèce de quotidien qui fait que vous n'avez pas du tout envie de ça. Bah, d'essayer de se reconnecter à cette période où c'était bien, franchement, c'est très, très ressourçant.
Voilà. Et ça fait, et souvent, les couples m'ont dit ça, moi. Mhm. Mais c'est vrai que ça demande au préalable de s'accorder du temps à soi, de ne pas s'oublier soi comme individu, donc de faire du sport. Je ne dis pas hein, que c'est la solution pour tout le monde, mais je veux dire de plus lâcher sa séance de sport avec ses copains ou ses copines, voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de récupérer du temps sur le travail, donc dans Oui, le perfectionnisme du travail et sur le perfectionnisme parental pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. voilà. Bien sûr que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui, voilà, pour qui c'est pas important, mais quand c'est important, et il y a aussi des femmes qui me racontent qu'au début, elles ont été tentées de faire payer leur conjoint, de ne pas suffisamment, au fond, partager les tâches ménagères en se refusant sexuellement, mais il y en a quelques-unes qui sont arrivées au cheminement, par un cheminement différent, à se dire, mais en fait, je me punis moi-même aussi, parce Mhm. qu'au fond, moi, j'aime ça. Donc, quand on aime ça, bon, bah, voilà, Mhm. c'est pas forcément Alors, la... oui. Donc, je renvoie là les auditeurs à l'épisode 34 que j'ai fait avec le docteur Daniel Flamambon, qui est l'auteur du livre Femmes désirées, Femmes désirantes, qui est un énorme best-seller, Ouais, et qui nous invite justement voilà, à se dire, au-delà d'être la mère, au-delà d'être la professionnelle, je suis aussi la femme et l'amante. oui, Et vraiment faire de la exactement. place pour être la femme et pour être l'amante. Et aussi, ben moi, je suis tout à fait alignée avec ce que vous dites hein, par rapport à la sexualité, par rapport au couple. J'ai d'ailleurs développé un nouveau programme qui s'appelle Amour, désir et volupté, dans laquelle j'aide les couples à ouvrir leur cœur et rapprocher leur corps. Et parce que voilà, quand on est dans une vie de couple et qu'on a des vies débordées et qu'on est ensemble depuis 10 ans, 15 ans, bah, peut-être que cette part de notre vie, la dimension sexuelle de notre vie de couple, peut un petit peu s'endormir ou s'ennuyer. Or, en fait, c'est un vrai lieu de ressourcement, c'est un vrai lieu de vie qui peut être très riche. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'avais encore plein de questions à vous poser, mais on n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez un conseil pour les femmes et pour les hommes et pour les couples, un dernier mot, un mot de la fin à donner à nos auditeurs? Bah oui, il faut vous aimer, en fait. C'est- Mhm. Et voilà, et surtout, il faut se dire, en fait, il me semble hein, que il y a un expert dans le livre qui dit ça, et je trouve que c'est très juste. C'est que au bout du compte, à la fin, qu'est-ce qui restera en fait de notre vie? Il restera après le travail, après les enfants qui, certes, seront toujours nos enfants et voilà, mais qui quand même un jour partiront faire leur vie et ça vient plus vite qu'on ne le pense. Qu'est-ce qui restera? Ben, s'il lui est rien arrivé, il restera l'autre en fait, et donc on restera à deux. Donc c'est le couple qui restera. Et donc, bah, c'est quand même un peu dommage de ne pas le garder au premier rang. Donc, faut pas l'oublier, ça. Voilà. Et j'ai envie de rajouter d'être créatif, de ne pas avoir peur de, comme on disait tout à l'heure, de chercher un équilibre, un écosystème qui va pour nous. Et en fait, dans cet écosystème, on peut être créatif. Il y a plein de manières de trouver cet équilibre. Et Absolument. en effet, de sortir de l'idée rigide de il faut l'égalité, il faut 50-50, mais plutôt de vraiment chercher à trouver un écosystème qui rend heureux l'homme et la femme et les enfants. Enfin, de toute façon, si le père et la mère sont heureux, en général, les enfants sont heureux. Euh, Exactement. et voilà, être créatif pour trouver cet écosystème et ne pas hésiter à sortir des schémas habituels et de vraiment ouvrir la boîte de Pandore de la créativité pour créer cet écosystème. Ouais, complètement. Et puis en plus, la couple, c'est pas quelque chose qui est figé pour toute la vie. Pareil, ça évolue en fonction des moments de la vie, des épreuves de la vie, des cycles de vie. Donc en fait, cette créativité, elle peut s'exercer tout au long de la vie. Et j'ai envie de dire qu'au fond, euh, elle se, elle est plus nourrie encore quand, voilà, quand on sait que c'est ça qui est au centre, en fait. Voyez. Super, super, super. Alors donc, je vais inviter nos auditeurs à se procurer dès maintenant votre livre, donc qui s'appelle Nous réussirons ensemble, couple à double carrière, les freins, les pièges et les clés aux éditions Albert Michel. Et aussi, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver, vous suivre sur les réseaux? Quel est le meilleur endroit où les envoyer pour vous retrouver? Ah bah alors écoutez, c'est très simple. Faut leur dire Instagram, LinkedIn, un peu Twitter, mais moins, même si c'est là que j'ai une forte communauté, mais elle est un petit peu moins engagée.
probablement parce que j'y passe pas assez de temps, mais bon. Mhm. Non, franchement, sur LinkedIn et sur Instagram, il y a quand même à peu près tout ce que je fais. D'accord, Alors donc. moi, je poste rien sur la vie personnelle parce que voilà, je suis assez, comment dire, jalouse de mon intimité. Mhm. Et voilà, j'aime bien garder mon intimité avec moi, mais par contre, tout ce que je fais est présente sur Instagram et sur Et donc, LinkedIn. avec votre nom, donc Anne-Cécile Safarti. Sarfati. Sarfati. Anne-Cécile Voilà. Sarfati. D'accord, Et ma formidable. société s'appelle Actuali, donc on peut aussi par Actuali. Voilà. Voilà, actuali.fr. Ouais. Merci Voilà, beaucoup. super, formidable et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que cette conversation aura été passionnante pour nos auditeurs. Alors voilà, ma conversation avec Anne-Cécile est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer cette thématique du couple et de la carrière, je vous invite à écouter l'épisode 58, Oser se parler dans le couple, ainsi que l'épisode 50, de la Wonder Woman à la Badass, une nouvelle possibilité pour les femmes aujourd'hui, l'épisode 43, les femmes et le fric, et enfin l'épisode 40, Opting Out, comment les femmes redessinent la réussite sociale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.